Bonjour à tous, bienvenue à cette première intervention d'achatpublic.info. Achatpublic.info, le média en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, économiques et professionnels. On vous souhaite à tous une très bonne santé, ainsi qu'à Sébastien. Cette intervention de 20-25 minutes a une question fondamentale. Où va la commande publique ? Moi, je vous dirais qu'elle va en pavillon 3 à achatpublic.info, pas très loin d'ici, mais on va être plus sérieux que ça. Où va la commande publique ? Parce que c'est déjà souvent perçu comme quelque chose de compliqué. Et puis, on est dans une période, ça ne vous aura pas échappé, de tensions internationales, des tensions géopolitiques, des tensions commerciales, et une forte instabilité politique qui fait qu'on n'a pas eu de gouvernement vraiment stable depuis plus d'un an et qu'on n'a pas eu nos traditionnels décrets, etc. Encore qu'il y en a un en préparation, on vous en parlera un peu plus tard. Donc ça ne va pas bien. Donc on parle de simplifier la commande publique, on lui fait parfois un peu un procès en disant qu'elle coûte cher, qu'elle est inefficace. Le Sénat s'est penché sur la question avec une commission d'enquête, ce qui n'est pas rien, une commission d'enquête. Commission qui nous a tenus en haleine pendant 3 mois et qui a formulé 67 propositions. Mais pour aller plus profondément dans l'analyse, j'ai le plaisir encore à nouveau et toujours renouvelé d'échanger devant vous avec Sébastien Topiac, ici présent, qui a surmonté un problème de santé, qui a surmonté les allées du congrès et du salon. Sébastien Topiac, qui est expert achat public et fondateur de ST Agency. ST, c'est pour Sébastien Topiac. Voilà. Tout à fait. C'est pas Saint Agency, c'est non. Sébastien Topiac. Non. Et je vais poser la question à Sébastien, où va la commande publique et que faut-il attendre pour l'année 2026 à venir, et notamment 2026, loi climat et résilience. Sébastien. Merci Jean-Marc. Excusez cette voix un peu rauque. Si la commande publique ne va pas complètement bien, même si j'aurais un discours plus positif, oui. Tout d'abord, je crois qu'il faut te remercier, achatpublic.com, achatpublic.info, de m'avoir convié à ce moment. Et c'est vrai que j'interviens maintenant depuis quelques années. Je suis un peu devenu un baromètre vivant. Un collaborateur permanent. Un collaborateur permanent ou un baromètre vivant de la commande publique. C'est vrai que j'ai la chance, de par ma longue expérience dans le monde des achats, mais aussi dans celui des entreprises. Maintenant, je côtoie des collectivités tous les jours. J'en accompagne dans leur stratégie achat. J'accompagne beaucoup d'entreprises. Et donc, finalement, le premier point positif, c'est que si on s'intéresse autant à la commande publique, et on le voit aujourd'hui, c'est que c'est un sujet important. La commande publique, on le sait. On aimerait le savoir d'ailleurs. Est-ce que c'est 10-15% du PIB ? Est-ce que c'est 100, 200, 300 milliards ? Est-ce que c'est 2000 milliards à l'échelle de l'Europe, 2500 milliards ? On n'en sait rien. Et donc, avant de savoir où va la commande publique, ça serait bien de savoir où elle est. Et tu évoquais le rapport sénatorial de cet été qui a finalement mis le doigt sur 2 problèmes cruciaux avant de parler de simplification, avant de parler d'une énième simplification ou décret qui, à mon avis, ne sert à rien parce qu'il faut arrêter de toucher le droit. Et comme disait David Lisnard ce matin sur BFM TV, on est dans un pays où plus on cherche la stabilité, plus on génère l'instabilité. On cherche de la stabilité gouvernementale et on génère de l'instabilité au niveau du droit, des normes, des collectivités. Donc, on n'a pas de gouvernance de la commande publique. On ne sait pas où va ce pays, on ne sait pas où va sa commande publique. Et on n'a aucun chiffre aujourd'hui clé, fiable, sur ce qu'est la commande publique en France. Tu avais dit que tu serais positif. Alors, oui, mais je vais être positif dans un instant parce que passer ce constat qui fait que si on ne résout pas le sujet de la gouvernance au niveau étatique, non pas pour hyper professionnaliser ou hyper mutualiser ou massifier l'achat public, mais pour se dire on a bien un ministre du pouvoir d'achat, on a bien un ministre de l'agriculture, on a un ministre maintenant de la souveraineté et du numérique, on a un ministre de l'IA. Mais pourquoi on n'aurait pas au moins un délégué interministériel à la commande publique quand on dépense des milliards d'euros par an à vocation de services publics et des usagers ? Alors ça, c'est le point un peu constat. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, tout le reste me paraît un petit peu résiduel. Alors moi, je vois 3 commandes publiques se séparer. D'abord, la commande publique de l'État, qui est très politique, qui est très budgétaire, trop loin du terrain, trop loin des entreprises, trop parisienne probablement. Vous avez une commande publique hospitalière que je connais bien,
qui est une commande publique qui aujourd'hui, dans un contexte difficile, cherche par ses achats à rester attractif vis-à-vis des personnels, des médecins, des infirmières. Et il faut saluer ici la commande publique hospitalière qui se bat dans un contexte inflationniste fort, dans un contexte de question de souveraineté américaine et française, dans un contexte chinois et américain. Et je crois que la commande publique hospitalière se débrouille bien et fait, on en parlera de l'environnement ou du social, un enjeu majeur à des fins d'optimisation économique. Et puis vous avez les collectivités locales, moi j'en côtoie beaucoup. Vous avez 40 maires aujourd'hui qui démissionnent par mois en France. C'est quand même un problème, le disait ce matin David Lisnard. Mais tous les maires qui restent sont des maires hyper engagés, investis. Je ne vois pas un maire aujourd'hui qui ne fait pas de sa commande publique un sujet majeur. Alors, si tu me permets que je t'interrompe, David Lisnard, c'est le président de l'Association des maires de France, maire de Cannes, si je ne m'abuse. Et à propos des achats de l'État, on en avait parlé, enfin c'est pas tellement nous, c'est plutôt les sénateurs, on attend toujours le SPASER de l'État, hein, le schéma de promotion des achats sociaux, écologiquement responsables. C'est une obligation pour tout le monde, à commencer par les collectivités, parce qu'on leur a mis la pression de l'avoir. L'État ne l'a pas, il ne l'a toujours pas fait. J'ai pu échanger récemment avec une haute fonctionnaire de l'État, à la DAE, dont je tairai le nom parce qu'elle a un plan de carrière, enfin elle veut poursuivre sa carrière. Elle nous a dit à achatpublic.info, il est prêt notre SPASER, il est prêt depuis longtemps, sauf qu'il est dans la chaîne de signature. C'est-à-dire que là, on a une inertie administrative qui bloque, alors que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, était furibard de ce que l'État n'avait toujours pas son SPASER. Un gros décalage. Voilà. Je me tais. Non, tu as raison. Je me dis qu'enfin, il va falloir passer d'une commande publique juridique et budgétaire. Et ce n'est pas facile d'aller négocier au niveau européen au moment où la directive européenne prend des chemins de souveraineté, de protectionnisme quelque part. C'est quand même la tendance de fond de cette directive européenne. On a toujours en France un acte juridique et budgétaire qui est drivé, je le dis, par une direction des affaires juridiques qui peut difficilement défendre les intérêts de la France au niveau européen sous couvert d'une approche juridique. Et moi, je crois beaucoup, comme dans beaucoup de pays européens, à un retour de l'achat public au plus près des territoires. Alors, au plus près des territoires, ça ne veut pas dire obligatoirement dans une commune de 2000 habitants. Au plus près des territoires, ça veut dire au niveau de la métropole. J'accompagne actuellement une formidable comité de communes sur son achat public. Je les trouve très engagés sur l'environnement, très engagés sur le social, très engagés sur l'accès des entreprises locales. Donc, en France, il y a 135 000 pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. En Allemagne, il y en a 3 000. Donc, la vraie question pour la France, c'est de passer de 135 000 entités achats à 500 ou 600. Ça passe par quoi? Ça passe par la mutualisation? Ça passe par la formidable décision qu'ont pris les hôpitaux de se constituer en groupement hospitalier de territoire. On est passé de 1200 hôpitaux à 136 groupements hospitaliers de territoire. Ça a été dur au début, hein, parce que l'achat, c'est le pouvoir. Et quand on centralise l'achat et pas les budgets, ça crée des tensions. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont montés en compétences, en professionnalisation, investissent dans les outils numériques, investissent dans l'IA, rémunèrent mieux leurs acheteurs, investissent dans les talents et les expertises. Et je crois que les collectivités ont probablement un maillon à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la communauté de communes, à l'échelle de la région, à l'échelle du département, pour rapidement professionnaliser, reconnaître ce métier, investir dans les solutions et dans l'IA, parce que c'est indispensable. On ne peut plus faire de l'achat public comme il y a 10 ou 15 ans, où on bricole des clauses, où on bricole des outils, où on bricole des BPU dans Word, ou encore des bordereaux de prix dans Word, quand même. Donc ça, c'est une autre époque. Donc moi, je crois beaucoup à une commande publique plus proche du territoire, mais plus professionnelle. Dans tous les rapports, dans toutes les propositions de rapport, hein, parce qu'il y a celui du Sénat, mais il y en a 2 ou 3 autres à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur les coûts dans la construction, on parle de la formation des acheteurs publics. Ils sont si nuls que ça, ils ne comprennent rien du tout. Je ne dirais pas qu'ils sont nuls, moi j'en côtoie beaucoup, mais ils ne sont pas formés. Moi j'ai la chance d'intervenir en tant que professeur vacataire à Paris-Saclay. Je forme des futurs acheteurs et des futurs juristes en marché public. Je les forme sur quoi? Pas sur le droit de la commande publique. Je les forme sur l'intelligence artificielle. Je les forme sur la cybersécurité. Je les forme sur la RSE. Je les forme sur la bonne utilisation des réseaux sociaux en phase de sourcing. Je les forme sur la mutualisation pertinente du faire ou du faire avec les opérateurs et les centrales d'achat, moi qui ai passé 20 ans à l'UGAP. Et donc aujourd'hui, on ne pourra pas professionnaliser 135 000 acheteurs publics. On n'en a ni le temps,
ni les moyens. Donc il va falloir accepter de mutualiser à l'échelle des territoires, à l'échelle des régions, à l'échelle des départements. Acheteur public, c'est un métier. J'y consacre 100% de mes journées. J'accompagne des acheteurs publics qui me disent mais on fait un appel d'offres de ce type tous les 4 ans. Comment voulez-vous avoir une expertise du sourcing, comprendre les enjeux? Vous faites ça toute la journée en tant que consultant. Donc, mutualisation à l'échelle de l'interco, ça peut être le retour renforcé ou en plus grand nombre à des centrales d'achat, et pas forcément l'UGAP, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être, c'était une idée qui m'était venue, parfois j'ai des idées, pourquoi pas utiliser l'infrastructure des centres de gestion après tout. Oui, ça peut être une idée. Moi, j'ai une trop grande expérience de la centrale d'achat pour me dire que ce n'est pas la solution ultime. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à l'envie de faire ensemble. Et quand dans des collectivités, là, j'accompagne une communauté de communes sur un très beau marché en groupement de commandes de voirie, travaux, voirie, eh bien, les communes se sont mis ensemble pour d'abord mêler leurs expertises. Et les résultats de cet appel d'offres sont formidables d'un point de vue montée en compétences, d'un point de vue prix, d'un point de vue intégration des exigences environnementales, pas assez de social encore malheureusement. Mais voilà, donc la mutualisation, ce n'est pas un passage obligé. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une obligation. Les clauses environnementales, ce n'est pas une contrainte. C'est une opportunité de faire travailler les entreprises locales et de faire travailler les entreprises de la région. Donc voilà, on a tout pour y arriver. On n'a plus besoin de décret, cher Jean-Marc. On arrête de toucher aux droits, on arrête de toucher au code, on arrête de toucher à tout ça. Les entreprises, moi je suis entrepreneur aujourd'hui, je réponds à des marchés publics. Mais il n'y a pas un sujet qui se ressemble. Il n'y a pas un BPU qui se ressemble et je fais de la MO. Il n'y a pas un critère qui se ressemble, il n'y a pas un DC1 même qui se ressemble même maintenant. Donc arrêtons d'imaginer, arrêtons d'innover, faisons des choses simples, soyons pragmatiques et surtout passons du temps à nous former. Parlons, si vous le voulez bien, Sébastien. Tout d'un coup, je le vous vois, ça donne un peu. Cher Sébastien, juillet-août 2026, loi climat et résilience, obligation de prise en compte de considérations environnementales et sociales. Qu'en pensez-vous, sachant que certains économistes, dont le professeur Saucier, considèrent que c'est quasiment, d'un point de vue économique sur l'acte d'achat, une hérésie? J'adore cette question dès le matin. Alors pendant longtemps, j'ai été contre, de manière générale en France, les obligations sur l'égalité femmes-hommes, sur les clauses environnementales, sur les clauses sociales. Et puis, je me suis résigné au fait que dans ce magnifique pays qu'est la France, malheureusement, les choses n'avancent que par la réglementation. Et donc aujourd'hui, les acheteurs publics, sous la pression réglementaire, sont aujourd'hui beaucoup plus en avance que les acheteurs du secteur privé. J'en suis aujourd'hui, ils sont bien meilleurs, il faut saluer, sur les sujets environnementaux et sociaux. Ça, c'est pour c'est très positif. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de cette obligation pour l'hôpital un moyen d'aller chercher des approches en coût global, d'aller chercher des économies sur l'énergie, sur la gestion des déchets. L'hôpital est un gros fabricant de déchets et consommateur d'énergie. Pour les collectivités qui sont les plus habiles, j'en accompagne pas mal, c'est un moyen très très efficace de faire travailler l'économie locale, de faire l'empreinte carbone, la distance, l'insertion sociale, faire travailler des ESS. Alors oui, ça ne va pas assez vite. Oui, c'est pas encore. Mais on s'en fout presque de cocher la case de la DAJ dans l'avis d'attribution sur j'ai mis une considération environnementale. Tout le monde va cocher la case en août 2026, c'est facile. C'est facile de trouver 3 questions sur l'environnement dans un marché public. Moi, je viens d'accompagner un conseil départemental. J'ai fait 40 appels d'offres, j'ai rédigé avec eux. J'ai trouvé 40 questionnaires environnementaux sur de la prestation juridique, sur tous les sujets, donc c'est facile. Le problème, ce n'est pas de cocher une case. C'est est-ce qu'au bout du bout, ça fait avancer le débat? On ne sauvera pas la planète, Jean-Marc, je te le confirme. Malheureusement, la France toute seule ne sauvera personne. Mais ça fait avancer le sujet, ça oblige les acheteurs à bouger, les politiques bougent sur le sujet, donc c'est positif, c'est bien. Et oui, donc tout le monde sera conforme en août 2026, soyons-en sûrs. De toute façon, il n'y a pas de sanction, hein, Jean-Marc. Oui. donc c'est pas grave. Un sujet qui touche à cœur Sébastien, c'est celui d'une part de la souveraineté, bien sûr, et puis de l'achat local. Quelques mots, Sébastien, au moment où la révision des directives est enclenchée, ou semble enclenchée, parce qu'on a quelques interrogations quand même. Achat local, c'est un vrai combat, ou c'est un combat qui n'a pas lieu d'être parce qu'on fait déjà de l'achat local? La souveraineté, comment on l'assure? Le Made in France? Alors,
derrière le mot local, il y a beaucoup de mots. Derrière le mot local, ça ne veut pas dire acheter en face de la commune, de la mairie. Ça ne veut pas dire acheter dans sa commune. Ça veut dire acheter au niveau du territoire ou au niveau national à une entreprise qui contribue au développement économique, qui embauche, qui paye des taxes, hein, que ce soit au niveau de la région, du département ou du pays. Et ce matin, la BPI, le président de la BPI disait ce matin, il faut que l'Europe se referme rapidement. Non pas pour faire du nationalisme ou du protectionnisme à outrance, mais pour avoir le temps de se reconstruire, pour faire face au monde dans lequel on vit. Et j'y crois beaucoup. Je crois que la commande publique européenne doit rapidement se refermer sur elle-même, se refermer sous couvert d'externalité, de prise en compte d'externalité environnementale, d'externalité sociale. Moi, je ne crois pas aux clauses et aux pondérations. Moi, je crois à la mise en place, comme au Québec, comme au Maroc, comme aux États-Unis, d'un bonus-malus sur le critère prix. Oui, explique-nous ça. Alors, c'est pas une invention. Parce que ça m'a bien intéressé. C'est une idée, une proposition de France Urbaine qu'il faut saluer ici. L'idée, c'est de dire quand j'ai un prix, quand j'ai un produit ou un service, mais plutôt un produit qui est par exemple français, je vais lui attribuer un bonus, un malus de 0. Si j'ai un produit européen non français, je vais lui attribuer dans le prix un malus de 5%, disant qu'il y a un peu d'éloignement, donc j'ai un impact carbone. Si j'ai un produit extra-européen américain, je pourrais lui imposer un malus de 15. Les Américains sont passés à 20. Hein. Ils étaient à 6, ils viennent de passer leur malus à 20. C'est Joe Biden qui l'a fait. Donc Joe Biden a eu d'autres idées avant Donald Trump. Et puis si c'est chinois ou très très loin, je mets un malus à 25 ou à 30. Ça veut dire qu'une entreprise française qui propose un produit à 100, un produit à 130, à la même note prix au bout du bout dans l'appel d'offres qu'un produit chinois à 100. Et si on ne met pas ça en place rapidement, eh ben, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas interdire les produits chinois. Il ne faut pas mettre des taxes sur les petits colis ou sur les colis de la commande publique. Tout ça, c'est des conneries. Je le dis franchement. Il faut mettre en place un système de bonus-malus qui intègre des externalités environnementales et sociales calculées. C'est chinois, malus 30%. C'est français, malus 0. C'est européen, malus 5. C'est américain, malus 15 ou 20. Et on le fait à l'échelle de l'Europe. Et chaque pays ajuste en fonction de son... de son histoire, de son industrie, etc. Alors, je vois bien un malus à 200% pour les Chinois. Non, pas 200%, parce que ça viendrait peut-être à renchérir la commande publique française. Mais un malus pour des pays communautaires, enfin intracommunautaires, ça ne passera pas dans le cadre du droit communautaire. Je crois que si on sait le justifier, aujourd'hui, il y a des critères de choix, où il y a des pondérations dans des appels d'offres, où on note la distance en kilomètres entre le point de fabrication et le point de livraison. C'est un critère objectif. Oui, mais on pourrait très bien, dans des externalités environnementales, considérer que toute production en dehors de notre territoire est un sujet environnemental. Pourquoi pas? Alors, ce n'est pas simple à mettre en place, c'est innovant, c'est difficile. Mais la question, ce n'est pas d'enlever la concurrence. Ce n'est pas d'interdire les produits américains ou les produits chinois. Je l'ai vu dans le médical, on vient d'interdire les produits chinois pour des commandes de plus de 5 millions d'euros. Mais il n'y a que les centrales d'achat qui sont concernées par l'interdiction des produits chinois, pas les hôpitaux et pas les cliniques privées. Donc les cliniques privées vont acheter des produits chinois innovants pas chers et les hôpitaux publics n'ont plus le droit. C'est complètement idiot comme directive. Le critère de malus en fonction de la distance... Et des conditions sociales. Hein. C'est pour ça que je l'accentue pour la Chine, par exemple. Mais je pense que je suis toujours en infra-européen. Ouais. Ça ressemble un petit peu au truc et astuce d'il y a 10 ans, où on disait pour de la restauration scolaire, introduisez dans votre appel d'offres l'obligation d'une visite scolaire obligatoire tous les trimestres. Comme le transport, il ne peut pas se faire dans un rayon de, je ne sais plus, 30-40 km, on était sûr de toucher les entreprises agroalimentaires du coin. Ça revient un peu à ça. Vous voyez, j'ai vu récemment un appel d'offres pour un centre d'appel. Appel d'offres public pour retenir un prestataire de centre d'appel. Personne ne voulait du Bangladesh, de l'Inde ou du Maroc. J'ai rien contre ces pays, attention. Eh bien, les gens ont mis une exigence, c'est que les collaborateurs du centre d'appel viennent se former tous les mois. Ah oui, ça revient au même. Au sein de la collectivité pour bien appréhender la culture, etc. Ça renchérit le prix. Et donc, de toute façon, la question, elle est sur le critère économique. Les Chinois sont en train de devenir plus performants d'un point de vue environnemental que les Américains ou les Européens. Ils ont compris. Très mauvais d'un point de vue social, mais très bon d'un point de vue environnemental. Donc on ne va pas y arriver avec nos critères à 5%. Et donc,
Moi, je trouve que dans les directives européennes, dans la refonte des directives européennes, si on ne le fait pas intracommunautaire, c'est compliqué, mais faisons-le au moins, comme les Américains, de manière extra-communautaire, avec un seuil à 15 et un seuil à 25. Mais n'interdisons pas la concurrence. Merci Sébastien. Juste, j'aimerais avoir ton retour sur la grosse enquête du Sénat sur la commande publique et ses coûts. 67 propositions. Tu as écrit dans notre magnifique journal que tu n'étais pas entièrement convaincu par pas mal de dispositions, alors que d'autres plutôt t'agréaient. Je pense que dès lors qu'on en fait 67, on en fait trop. Ouais. J'aurais préféré 10 propositions fortes et qu'on les suive ensuite et qu'on les mette en œuvre. J'ai peur que les 67 propositions restent un petit peu dans un rapport. Ouais. C'est un peu mon doute. Y a un sujet qui n'est pas évoqué par le Sénat et qui est très important, et je voudrais conclure sur ce point, c'est que si vous ne touchez pas à la comptabilité publique, c'est un de mes dadas, si vous ne touchez pas à l'annualisation budgétaire, nous continuerons à faire des choix de court terme, des choix politiques, des choix de prix. Aujourd'hui, pourquoi on ne loue pas, on ne passe pas sur des marchés au paiement, on en parlera. Pourquoi on ne fait pas de pay-per-use? Pourquoi on ne fait pas de location financière dans les collectivités? Parce qu'on ne récupère pas la TVA. Pourquoi on ne fait pas de location financière dans les hôpitaux suffisamment? Parce qu'on vient impacter le budget d'exploitation. Pourquoi on n'en fait pas dans l'État? Parce qu'on veut être propriétaire de choses qui sont obsolètes au bout de 6 mois. Et donc tout ça n'a pas de sens. On vit dans un monde où il ne faut plus investir, enfin il ne faut plus être propriétaire de biens, il faut consommer de l'usage. Et aujourd'hui on est très très en retard par rapport au privé d'ailleurs sur ce point. On est sur un modèle de propriété et non d'usage. J'allais dire, les élus sont les premiers à dire, je vais essayer de rentrer dans mon enveloppe annuelle. Donc comment voulez-vous faire des projets pluriannuels si votre seul objectif c'est de faire des économies annuelles? Et tant qu'on n'aura pas réformé la comptabilité publique et qu'on pensera pluriannuel, on en sera encore à beaucoup de décisions sur le critère prix, je pense. Merci Sébastien. J'ai promis de libérer le plateau à l'heure. Il me reste 3 minutes pour te remercier à nouveau. 3 minutes pour vous dire que pour les fans de Sébastien, je vous propose de nous retrouver dans une demi-heure au pavillon 3, allée S, numéro 29, au stand d'Infopro Digital et d'achatpublic.info pour une conférence dédiée. On va aborder les aspects élections municipales. Il ne vous a pas échappé que ça allait nous occuper dans les 7-8 prochains mois. Un grand merci Sébastien. Merci. Vous pouvez lui poser des questions, mais j'en ai besoin dans une demi-heure à un quart d'heure d'ici. Et il est très fatigué. Merci beaucoup. Ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup. Au revoir.